Bonjour à tous. Alors, l'exercice est toujours un peu particulier à l'Université de la santé puisqu'on nous demande de prendre un peu de hauteur par rapport à notre quotidien opérationnel. Donc, on va aborder des sujets polémiques. Ça tombe bien, on n'a que 20 minutes, comme ça, on ne va pas ouvrir des discussions philosophiques. Et pourtant, on va quand même un peu les ouvrir. Tu restes assis, toi ? Je rappelle qu'on est là pour parler de santé, activité physique. Qui parmi vous était au réveil musculaire de ce matin ? Réveil musculaire organisé par le Castre Olympique, c'était assez intéressant. Qui parmi vous fait 10 000 pas par jour, de manière assez certaine ? Ah, c'est bien. Et qui mange vraiment 5 fruits et légumes par jour ? Eh bien, c'est bien. Moi, je n'en fais pas partie. Et première restitution, ça sort d'un petit atelier de travail qu'on avait mené avec Marc Toiti et Nicolas Bouzou, économiste de la santé, qui nous a amené à une réflexion sur l'homo patientus, le patient, et l'homo economicus, qui doit être rationnel. Le patient n'est pas vraiment rationnel. Donc en fait, dans notre système de santé, on a un système de santé qui est finalement, on ne le sait pas toujours, assez différent d'autres systèmes de santé dans le monde. Je vais en citer 2. Aux États-Unis, ils travaillent beaucoup par réseau de soins où les payeurs sont intégrés dans le réseau de soins. Donc ça génère certains comportements. Et en Espagne, c'est géré de manière assez régionale avec des budgets globaux. Et ils doivent garantir la santé de leur population avec ce budget global. Donc ils ne multiplient pas les examens de radio, par exemple. Au contraire, c'est extrêmement optimisé. Chez nous, en France, on va un petit peu en parler, on a la T2A, la tarification à l'activité, qui a quand même influencé sur un certain nombre de comportements. Chez les patients, moi y compris, il y a des mythes et des perceptions qui font qu'on a des comportements vis-à-vis... On va parler de prévention, on va parler de pharmaciens. Nous sommes Pharmagest, donc nos clients sont à peu près répartis dans tous les professionnels de santé, mais beaucoup la pharmacie d'officine, dont on considère que le rôle qu'elle joue et qu'elle va jouer va être de plus en plus sensible dans les actions de prévention. Donc la santé, c'est gratuit, donc c'est de moins en moins vrai. J'ai pu discuter avec différentes mutuelles qui m'ont confirmé que le système est en train d'évoluer assez fortement. La santé est accessible à tous. On a vu pas mal de start-up qui trouvaient des solutions pour pallier ces déficits de professionnels de santé. Je pense que vous l'avez vu comme nous. Et la médecine est gouvernementale et la France a un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ce n'est plus vrai, même si on reste quand même assez bien lotis. Les comportements induits, encore une fois, tels qu'on les a un peu isolés. Quels sont les ressorts psychologiques du patient par rapport à sa santé et à la prévention ? Ils sont assez faibles. Et en même temps, certains patients se réfugient dans les médecines alternatives pensant que ça va mieux les soigner que la médecine conventionnelle, donc en espèce d'irrationalité, alors que les deux sont souvent complémentaires et on a des schismes là. Les campagnes publiques, on les a tous vues, c'est pour ça la question des 5 fruits et légumes, elle est importante, mais c'est très virtuel et c'est du top-down, ça descend, et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pas très clair. Et le principal comportement, c'est qu'on est dans le jeu assurantiel. J'ai ma santé... C'est pas vraiment un capital tant que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne plus, je vais chez le médecin, c'est gratuit. En gros. C'est pas terrible au niveau prévention. Erwan nous précise que c'est la prévention, c'est assez large. Effectivement, alors on va revenir très rapidement et dans les grandes lignes sur les quelques définitions. Il y a celle de l'OMS qui est la plus connue, alors je la relis parce que je la connais malheureusement pas par cœur, que c'est l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou réduire le nombre de gravités de maladies, d'accidents ou de handicaps. Et cette prévention, elle se répartit en 3 catégories. La répartition primaire qui vise à anticiper l'apparition de la maladie. La prévention secondaire qui, quant à elle, vise à limiter le nombre de prévalents. Et la prévention tertiaire qui, elle, une fois que la maladie est installée, vise à éviter les dérives. On peut passer à la slide suivante. Mais quand on réfléchit aux freins à la prévention, enfin là, on peut le faire à 2 voies. Il y a le modèle économique d'abord de la santé que tu as évoqué juste avant. Une population peu investie, peu orientée, c'est un peu la démonstration qui est faite. On sait tous qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On l'entend depuis des années. Ce n'est pas pour autant qu'on le fait. Il y a des politiques qui sont aussi éloignées du concept, persuadées que ça coûte cher. Et souvent, quand on parle, pour avoir tenté de travailler sur des actions de prévention, le ROI, il n'est pas immédiatement calculable. Effectivement, par définition, on ne l'a qu'au bout d'un certain temps.
Donc on ne peut pas mesurer totalement son effet. On a un système, on l'a dit, de soins qui est cloisonné. Et enfin, on a un pays qui dépense peut-être un peu moins que ses voisins dans le domaine de la prévention. Alors, les enjeux, on les a déjà balayés. C'est évidemment de prévenir avec des préventeurs, de aussi détecter les signaux faibles, et puis d'éduquer, autant que faire se peut, les citoyens, les futurs patients et les entourages. Ça, on l'a évoqué. Je cite en exemple le courrier de la CNAM. À partir d'un certain âge, on reçoit un courrier sur le cancer colorectal. Moi, ça ne me parle pas spécialement. La démarche n'est pas clairement expliquée. En revanche, si je suis détecté par un acteur de proximité, que ce soit mon médecin, j'y vais pas très souvent, ou mon pharmacien, ou tout autre acteur préventeur, et qui m'éduque sur ces actions de détection et de prévention, j'aurais beaucoup plus tendance, et ça a été prouvé, à les exécuter. Et c'est de ça dont on a besoin, en fait. C'est ça dont le système de santé a besoin. Alors, par définition, et on voit beaucoup évoluer, on l'a vu beaucoup évoluer pendant la pandémie, le rôle du pharmacien est en train de prendre une vraie importance. Et nous, on pousse pour ça, parce que on est en relation avec le Conseil de l'Ordre qui aussi pousse pour ça. C'est un acteur de proximité par définition. On ne le sait pas forcément. Donc, on a 22 000 pharmacies sur l'ensemble du territoire. La répartition n'est pas libre. Donc il y a effectivement une espèce de numerus clausus et une répartition géographique très précise. C'est des gens qui sont accessibles. Je ne parle même pas des pharmacies de garde, mais c'est par définition, ils sont ouverts. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, même si ça se fait un peu sur la vaccination, par exemple. Et puis on a quand même un professionnel de santé qui a été formé de nombreuses années, qui est reconnu comme un scientifique, et dont l'orientation va de plus en plus vers des services, et les pharmaciens sont en train d'évoluer de ce côté-là. Ils sont en contact avec tous les publics, c'est géographique, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a combien 4 millions de personnes chaque jour qui franchissent les portes des pharmacies. Ils ont, pas toujours, mais souvent, une connaissance locale, donc globale du patient, y compris les contextes médico-sociaux. Ils sont quand même crédibles auprès du public et ils ont une capacité à aller au-delà de la prescription. Par exemple, la prescription médicamenteuse, on en a parlé, il y a la e-prescription qui arrive, etc. Il y a énormément de gens qui font, et j'en fais à nouveau partie, qui font de l'automédication. Je n'ai pas le temps d'aller chez le médecin, j'ai une pathologie ORL, etc. Je vais faire l'automédication. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on passe son temps à aller chez le pharmacien à faire de l'automédication, il est peut-être temps de détecter quelque chose. Le pharmacien est très bien placé pour ça, et ça devrait faire partie de son rôle, même si pour le public, il est encore vu comme un distributeur de médicaments. Donc il y a un travail à faire là-dessus, d'autant qu'il y a des mélanges des genres maintenant avec le e-commerce. Les pharmaciens, certains se sont lancés dans le e-commerce, et pourquoi pas, mais le rôle de conseil doit être un peu plus valorisé, à mon avis. Voilà. Et puis, le pharmacien a aussi un temps limité, donc il faut travailler sur sa motivation à faire toutes ces actions de prévention. Voilà. Avant de compléter sur la partie effectivement réglementaire, repréciser quelque chose par rapport à la disponibilité du pharmacien. La pharmacie, c'est quand même le seul endroit où il y a un professionnel de santé, où vous pouvez pousser la porte sans rendez-vous, sur des plages horaires importantes, et poser parfois simplement une question sans consommer quoi que ce soit. Donc c'est vrai que cette disponibilité est extrêmement importante. On voit qu'il y a des critères qui sont plutôt favorables au fait que le pharmacien soit un acteur de la prévention, mais la question c'est a-t-il le droit ? Et c'est la réponse qu'on apporte par des textes. En fait, il y a un changement fondamental avec la loi HPST qui lui a donné une importance, mais on a le Code de la santé publique qui lui donne des missions, certaines qui ont pu être clairement expérimentées, notamment la vaccination dont on a beaucoup parlé pendant la phase Covid. Ils peuvent contribuer aux soins de premier secours et participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement, sous réserve bien évidemment d'avoir suivi une formation, un DU de 40 heures par rapport à l'éducation thérapeutique. Et le décret d'octobre 2018 l'autorise à mettre en place des actions de prévention et de promotion de santé et participer également à des dépistages de pathologies. Donc il y a les facteurs clés de succès, j'allais dire, d'un pharmacien acteur clé de la prévention, et réglementairement, il peut le faire. Quelques exemples d'actions de prévention, mais tu les connais mieux que moi, Erwan, donc je te laisse... Rapidement, mais après il y aura des exemples chiffrés, notamment sur la détection du diabète, sensibilisation à Parkinson,
des travaux également qui sont faits sur les patients diabétiques pour les prévenir des défaillances rénales. Et ce sont des programmes, généralement, on vous les illustrera après, qui sont mis en place avec des associations patients dans un cadre clairement défini où, bien sûr, le consentement du patient est demandé pour participer à ces opérations. Mais on a quand même quelques freins à ces programmes qui, pour ceux qu'on va vous présenter, dont les résultats sont plutôt intéressants, même s'il faudra les moduler par la période. On le verra dans les chiffres après. On est sur des périodes de confinement et vous verrez que d'une année sur l'autre, notamment entre 2020, quand on était sorti du confinement, ou 2019, juste avant d'y être, on a des écarts qui sont importants. Mais on a des freins à ces programmes et ça fait un peu écho à la présentation de tout à l'heure. Je ne pensais pas qu'on aurait ce lien sur déjà le financement, le temps de pharmacien disponible et également son acclimatation culturelle, c'est-à-dire le fait qu'il doit passer d'un vendeur à un rôle de conseil. Alors ça se fait dans le temps, mais quand on dit le pharmacien, en fait, ce n'est pas que le pharmacien, c'est le pharmacien et son équipe officinale. Parce qu'une pharmacie moyenne, c'est 4 postes. Vous avez 4 éléments de comptoir et le pharmacien n'est pas sur les 4 postes en permanence. Donc il faut aussi qu'il y ait l'adhésion de l'équipe officinale pour aller dans le sens-là. Donc on va essayer de vous montrer en quoi l'apport du numérique peut l'aider dans sa démarche de détection des patients, dans le recueil des données et également comment il peut, dans la foulée, associer le patient à cette démarche. En fait, le principe, c'est d'avoir, via son logiciel métier, au moment de la vente, en demandant l'accord du patient, une détection typiquement sur des classes médicamenteuses. Typiquement, un patient, je vous l'illustrais sur l'insuffisance rénale, qui prend des antidiabétiques oraux, quand on sait qu'en gros 50% des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique sont des diabétiques, on peut proposer des éléments d'information. Le tout en partenariat avec des associations patients. Je cite par exemple ce qui avait été fait avec France Rhin dans ce cadre-là, de manière à avoir des contenus qui sont éprouvés et qui sont accessibles à un public de non-initiés. Donc tout ce principe, c'est de mettre en place des campagnes sur une période donnée, pendant laquelle le pharmacien va avoir une aide informatique qui va lui permettre de donner la bonne information au bon patient au bon moment. Voilà comment on peut résumer la mécanique. Très bien. On peut passer à la slide suivante. Alors, voilà quelques exemples de campagnes. Donc en fait, les pharmacies sont recrutées sur la base du volontariat. Alors oui, je me retournais d'habitude. J'ai l'habitude d'avoir un tableau derrière moi, mais là, c'est devant. Vous voyez typiquement, alors, quand on prend Parkinson, on a au mois d'avril 2021 763 pharmacies participantes, ce qui est un nombre faible. Par contre, quand on avait une sensibilisation au psoriasis sur octobre-décembre 2019, où on ne parlait pas encore de Covid, on avait 1750 pharmacies qui ont participé à l'opération sur une période d'1 mois et demi et 2500 personnes qui ont été sensibilisées et 37% qui connaissaient déjà l'association et 32 autres % qui sont repartis avec les coordonnées de l'association pour avoir plus d'informations. Donc on voit qu'on peut avoir massivement un impact géographiquement égal, c'est ça qui est important, avec sur des périodes très courtes. Donc en fait, on peut avoir ce principe de campagne sur période courte qui permettent de sensibiliser des patients. Je te laisse la parole sur la dernière partie. Oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu pub, hein. En même temps, c'est gratuit. Donc non, c'est un exemple d'application qu'on met en place pour privilégier le lien entre le pharmacien et ses patients. Avec, si vous avez envie de la télécharger, allez-y, puisqu'on va vous inciter à marcher, dans le cadre d'un challenge qu'on a monté avec Johan Diniz, je ne vais pas dire le champion olympique, parce que les Jeux olympiques ne se sont pas très bien passés pour lui, mais c'est un champion du monde de marche. Et donc, il nous invite à marcher, tous, et à cumuler des pas pour une association qui s'occupe des enfants hospitalisés. En résumé, on a en France 4 millions de patients chaque jour qui vont en pharmacie, 22 000 pharmacies réparties harmonieusement, je dirais, sur le territoire, et des pharmaciens qui sont prêts à jouer le rôle de non seulement des actions de prévention, mais aussi de collaboration avec d'autres professionnels de santé. On est en train, nous, de travailler énormément sur la collaboration infirmière libérale et pharmacien. Et on l'a vu pendant le Covid, tout le monde a joué le jeu et il y a des plis, des habitudes de travail qui se sont créées entre le médecin généraliste, le pharmacien qui a alimenté en dose, les médecins généralistes, les infirmières sur le terrain et les labos de bio, parce qu'ils ont été aussi extrêmement sollicités. Donc tout ça, ça a forcé un peu le trait et je pense que les collaborations maintenant, nous on est dans le numérique, donc je vous laisserai
Là, c'est la définition du groupe. Et notre mission, ça consiste à faire en sorte que dans l'expérience des outils logiciels métiers, ça se transcrive et ce soit encore plus simple que tous ces professionnels collaborent entre eux. On l'a vu dans des actions de prévention, dans des actions de détection. Et je pense qu'il y en a énormément à faire. Le principe des tests, c'est quelque chose qui va exploser. On va se tester sur tout un tas de sujets, de manière à anticiper les pathologies, les problèmes, au bénéfice du patient, au bénéfice du système de santé. Voilà. Si vous avez des questions. Tout dit. Comment ? On est disponible pour des questions. Voilà. Et le gardien du temps me fait signe qu'on est pas mal. Merci. C'est un survol rapide, 20 minutes pour refaire le monde de la santé et parler de la prévention. Pas de questions ? Ah. C'est ex aequo en termes de... Oui, bonjour, je vais poser ma question en tant que patient. Je fais beaucoup d'officines pour une pathologie lourde et à chaque fois, il n'y a jamais d'interaction visiblement entre les logiciels qu'ont les pharmaciens et le DMP que j'ai ouvert naïvement. Et je voulais savoir si ça allait évoluer, comment vous vous préparez pour l'espace numérique que Dominique Pont aura le tour de mettre en place. Alors, le paradigme est en train de changer très vite et très fort. C'est-à-dire qu'en tant que patient, mon espace santé s'ouvre en janvier 2022. Il est déjà ouvert pour 4 millions de patients dans quelques régions en expérimentation. Donc c'est une initiative gouvernementale. Hein. Vous pouvez d'ores et déjà y aller. Et le principe, c'est qu'à partir de juillet 2021, on ne peut plus ouvrir de DMP. Plus personne ne peut ouvrir de DMP, puisque le DMP va être ouvert systématiquement en mode opt-out. On n'a pas le choix. Et le DMP continue à exister, mais il sera accessible via mon espace santé. Donc tout un chacun, en tant que patient, aura accès à notre DMP. Le DP, dossier pharmaceutique, doit se déverser dans le DMP et donc être aussi accessible aux patients. Et donc sur le principe, dans les logiciels métiers, le pharmacien, et ça c'est réglementaire, doit aussi avoir accès aux informations qui sont dans le DMP. Donc voilà, je ne sais pas quel logiciel il fonctionne, mais l'accès au DMP est autorisé aux professionnels de santé, si tant est que... Alors, auparavant, il y avait tout un débat à savoir si le patient devait donner son consentement, etc. Il est possible qu'on vous demande encore votre consentement en pharmacie, parce que votre pharmacien est un professionnel de santé, il doit être déclaré comme faisant partie de votre équipe de soins, et vous devez quand même, malgré tout, garder la main sur à qui vous donnez l'accès au DMP. Vous rentrez dans une pharmacie quand vous êtes en vacances, vous n'avez pas spécialement envie que ce pharmacien, qui est un pharmacien temporaire, ait accès à tout votre dossier. En tout cas, moi, je n'ai pas envie. S'il y a des sujets d'ordre... la psy est un gros problème. On n'a pas envie de divulguer ça à tout le monde. Donc le patient reste maître de ses données et doit donner son consentement. Donc il est possible qu'on continue à... Voilà. Ma question était pourquoi est-ce que le DMP, qui est déjà ouvert pour moi, n'est pas alimenté, n'a jamais été alimenté, à part par les données de la CNAM ? Alors, voilà. Logiquement... Parce que les médecins, à chaque fois, ils essaient de se connecter, ça ne marche pas, l'onglet sur le logiciel n'est pas actif, et les pharmaciens... Je vis la même chose. Les pharmaciens se sont un peu... ils ont pris le sujet, ils ont créé le dossier pharmaceutique. Et donc, toutes les données qui concernent le patient, et c'était bien avant le DMP d'ailleurs, c'était opérationnel bien avant le DMP. Le DP se déverse dans le DMP. Les API sont publiés, etc. Après, les logiciels de médecins et les logiciels hospitaliers, c'est très inégal. Ça dépend vraiment des établissements. C'est frustrant. En tant que patient, moi aussi, je suis frustré parce qu'il y a quand même tout un historique de données qu'on pourrait récupérer. Et pour l'instant, c'est très inégal. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je vois que les pharmaciens de ville ont vraiment fait un bond. Parce que je me rappelle encore en 2014, on faisait, dans le cadre du plan cancer, on allait faire la sensibilisation aux pharmaciens pour les antithérapies orales qui devaient être en ville. Donc il y avait encore beaucoup de résistance. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je voudrais demander deux choses. Qu'en est-il aujourd'hui de la formation initiale des pharmaciens,
concernant cette partie prévention, sensibilisation, et peut-être aussi même digitale. L'autre partie, c'est la partie économique. Le temps que prend le pharmacien pour faire tout ça, comment est-il rémunéré? Parce qu'il faut dire que c'est quand même un libéral. C'est essentiel. Sur la partie formation, je peux répondre brièvement par quelques exemples que je connais. Effectivement, des modules sur le digital arrivent de plus en plus tôt dans les années de pharma. À l'époque, en 2013-2014, il y avait des interventions qui étaient plutôt sous forme de conférences. Aujourd'hui, c'est intégré, enfin la e-santé est intégrée dans des cours. Il y a même des DU spécifiques, dont un qui n'est pas très loin d'ici, il me semble, coté sur la e-santé, qui était plutôt orienté pharmacien industriel au départ et qui va sur le pharmacien d'officine. Il faut savoir aussi que sur la partie management, marketing et autres, il y a de plus en plus de DU qui se montent entre des IAE et des facs de pharma. Donc, typiquement, l'IAE de Nancy avec la fac de pharma de Nancy, d'où on est, où est notre siège, font ce type de collaboration. Donc, on a une avancée, sachant qu'il ne faut pas oublier que dans le monde universitaire, quand vous faites des maquettes, c'est à horizon 3 à 5 ans. Donc, vous ne pouvez pas introduire un cours comme ça, vous êtes obligé d'avoir un délai. Ça, c'est ma réponse sur la partie formation. Alors, sur la partie modèle économique, vous soulevez le point. Alors, sur la partie modèle économique, c'est essentiel. C'est fondamental. Et on a beaucoup de progrès à faire, sincèrement. Et je pense que le Conseil de l'Ordre est toujours en train de négocier parce que, à nouveau, si ce n'est pas bien géré, bien encadré et bien, je dirais, inséré dans un modèle économique, c'est compliqué. J'ai discuté au cours de l'événement avec PIC Science. Je ne sais pas si vous les avez vus, c'est des gens qui font de la reconnaissance dermatologique. Ils ont une caméra spéciale qui reconnaît aussi le relief. C'est quand même extrêmement important pour avoir un avis d'expert en dermatologie. Ils ont signé avec un groupement de pharmaciens, et en fait on est en contact avec eux pour voir comment on peut effectivement impliquer le pharmacien. Le problème, c'est qu'on en est à dire au pharmacien, le ressort qui va le motiver, c'est qu'il pourra vendre des produits de dermato-cosmétiques, alors que c'est une action de prévention fondamentale. Et donc là, moi j'ai discuté donc avec les gens de PIC Science, et il faut qu'on monte quelque chose, il faut qu'on monte un dossier. Ce ne sera pas forcément PIC Science, mais au moins que si le rôle du pharmacien en tant que précurseur ou préventeur de la dermato, qui cause quand même des ravages, avec PIC Science l'explique beaucoup mieux que moi. Si le truc est détecté 6 mois trop tard, c'est gravissime. Donc, je pense que l'acteur de proximité qu'est le pharmacien, si on lui donne les moyens de faire ça, encore une fois, c'est au bénéfice du patient et au bénéfice du système de santé. Mais sans modèle économique, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.